Bonsoir à tous. À la une de ce journal, confrontés à la guerre, les régions économiquement sinistrées de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest sont au bord d'une crise alimentaire. Face à la chute drastique de la production agricole, que prévoit le gouvernement pour lutter contre l'insécurité alimentaire? Et quel est le budget de ces Camerounais à une semaine du réveillon de Noël? Vous suivrez dans ce journal comment la crise sanitaire a affecté les capacités financières des Camerounais à pouvoir préparer les fêtes de fin d'année. Nous ferons également le point sur la page internationale consacrée ce soir à la situation humanitaire au Tigré en Éthiopie et également la dernière actualité politique en Afrique du Sud. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'impraticabilité de certaines routes et des voies d'accès reste un épineux problème dans la ville de Douala à 4 semaines du Chan 2021, à l'occasion de la visite du Premier ministre sur les infrastructures, sur les chantiers des infrastructures sportives et routières dans la capitale économique du Cameroun. Des Camerounais relèvent des points d'inquiétude qui persistent, notamment sur ces routes impraticables qui mènent à certaines infrastructures sportives dans la ville de Douala. On fait le point avec Emos Wangor et Sylvestre Hippolyte Zangao. À quelques semaines du coup d'envoi du Chan, voici l'unique voie d'accès praticable du stade omnisport de Bépanda. Nous sommes au lieu dit 3 morts, non loin du carrefour Agip. Pourtant, l'entrée principale qui donne accès à la plupart des tribunes est située sur cet axe qui va du lieu dit entrée omnisport au carrefour Agip. Rien n'a encore changé. Le chantier est toujours en arrêt. Les crevasses sur la chaussée s'agrandissent au quotidien. La circulation est régulièrement perturbée. Je me demande par quelle manière, par quel mystère, à moins d'un mois du champ, comment pouvoir faire les travaux. Une seule voie d'entrée, l'entrée par 3 morts. La tribune officielle, les particuliers vont faire comment? Il y a un laxisme dans les travaux. Parce que depuis un certain temps, il y a eu les agents qui sont passés ici. On avait pris les mesures pour pouvoir faire des routes. Vous avez vu un peu de l'autre côté là-bas comment ils ont eu à creuser. Creuser, nous enlever même le camion. Après un moment donné, les travaux se sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Sur la pénétrante est de Douala, repris il y a un mois environ, les travaux vont à un rythme qui rassure peu. Pour le Chan, plusieurs engins sont immobiles. De grands espaces terrassés attendent d'être bitumés. Cependant, non loin du carrefour Yassa, du bitume nouvellement posé sur quelques mètres trace la largeur définitive de cette route sur laquelle se trouve le stade de Japoma qui va abriter les matchs du Chan. Si la volonté des pouvoirs publics est que ce chantier soit prêt avant le coup d'envoi de la compétition, l'œil qui voit les ouvriers qui y travaillent peut douter de cette grande ambition. Pour le Premier ministre, les infrastructures sportives sont prêtes d'ores et déjà à accueillir la compétition du Chan en 2021 dans la capitale économique du Cameroun. Joseph Diangote annonce que le taux de remplissage sera autour de 50% afin de respecter les mesures barrières liées au Covid-19. Il a mis en garde les jeunes badauds sur les risques d'insécurité. Il a évoqué la mise sur pied d'un dispositif sécuritaire pour dissuader les cas d'agression afin d'accueillir en toute hospitalité tous les amateurs et passionnés du football qui viendront du continent africain afin de suivre cette compétition qui se déroule au Cameroun d'ici mi-janvier 2021. De nombreux manquements observés dans le secteur du tourisme pourraient impacter sur les opportunités à saisir durant l'organisation du Chan en 2021. Des promoteurs d'établissements hôteliers et activités de loisirs ont été appelés à améliorer l'offre de services et respecter la réglementation en vigueur. C'était au cours d'une sectorielle qui s'est tenue à Obala. Compte rendu, Rodin Gassi et Marcelin Gansop. Des échos en provenance des délégations départementales font état d'une violation flagrante des conditions d'exercice des activités touristiques et de loisirs. Il y a un problème de manque d'appropriation des textes réglementaires. Les gens font dans un domaine où ils ne maîtrisent pas la loi qui régit cette activité.
Pour certains, c'est un blocage au niveau d'obtention des titres fonciers. Et ce qui fait que ça fait carrément un blocage pour obtenir le dossier d'autorisation. Donc vous restez dans la clandestinité malgré vous. Il y a ceux qui, de manière délibérée, ils se disent qu'ils ne peuvent pas avoir de l'argent pour faire un dossier pour l'autorisation. Selon eux, c'est très coûteux. Un rappel à l'ordre s'impose afin que nul n'ignore la réglementation en vigueur qui a déjà été suffisamment piétinée. Le Cameroun est une destination touristique et il faudrait que tous nos actes soient l'image de cette affaire-là. Nous n'allons jamais nous fatiguer. Il n'y a pas de conditions ou alors de conditionnalité de trop pour dire aux uns et aux autres de respecter la législation. Donc tout ce que nous avions dit là, c'était pour les amener à respecter non seulement l'hygiène, mais le cadre sanitaire dans lequel doivent évoluer nos différentes structures. Si cette réunion de coordination des services déconcentrés avait pour but de faire le bilan des activités menées ces 6 derniers mois, elle s'est aussi voulu un cadre de remobilisation des énergies après les affres du coronavirus qui a fortement impacté le secteur du tourisme et des loisirs. Avec l'allègement des mesures de restriction mises en place par le gouvernement de la République, le tourisme est en train de renaître de ses centres. On voit les gens maintenant vaquer à leurs occupations parce qu'ils ont intégré le Covid dans la pratique du tourisme. Donc nous devons intégrer les mesures gouvernementales presque dans le cadre de la lutte contre l'avancée de la pandémie et le tourisme. Le Chan débute dans environ 1 mois. Le secteur du tourisme et des loisirs est interpellé. Ce d'autant que Yaoundé, qui abrite le siège des institutions, a un rôle majeur à jouer pour garantir le succès de cet événement. Déjà qu'il faudrait que les promoteurs se conforment à la loi. La seconde chose, c'est que les services qui sont rendus dans les structures soient la dimension de l'international, telle que prescrit par le ministre d'État, afin que toutes les mesures de sécurité soient prises pour que les touristes se sentent en sécurité dans les différentes structures de la région du centre. Et nous avons demandé à tous nos collaborateurs de veiller, d'être là comme des soldats pour que ces instructions du ministre d'État soient respectées. Le patron de la région ainsi que les délégués départementaux et certains promoteurs sont séparés à Obala sur le ferme engagement de travailler à rehausser l'image du secteur du tourisme et des loisirs. Les enjeux sont tels que chaque maillon de la chaîne doit jouer efficacement sa partition. Je vous le disais en titre, les troubles sociopolitiques et sécuritaires ont engendré une insécurité alimentaire dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Dans ces différentes parties du Cameroun, la chute drastique de la production agricole est évoquée dans un rapport gouvernemental. Face à cette situation préoccupante, une nouvelle stratégie de réduction de la faim a été présentée pour les 5 prochaines années. Explication avec Joël Essengue et Ike Cyril. Déclarées zones économiquement sinistrées, les régions du nord-ouest et du sud-ouest font face à une crise alimentaire, elle-même conséquence des troubles sociopolitiques dans ces parties du territoire. On note une grande perturbation dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, situation relative à la recrudescence de la violence à l'origine de l'abandon de certaines zones de production agro-pastorale par les paysans. À côté du nord-ouest et du sud-ouest, les régions de l'ouest et du littoral qui accueillent les déplacés de la crise anglophone, ainsi que la région de l'extrême nord, en proie aux troubles sécuritaires pour cause de Boko Haram, vit également un sinistre sur le plan nutritionnel. Cette situation nutritionnelle des populations s'est dégradée dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, en proie aux conflits sociopolitiques, mais également à l'extrême nord, dans le littoral et à l'ouest, région haute des personnes déplacées internes et où le pouvoir d'achat des ménages est faible. Si la campagne agricole en cours, avec la récolte des céréales, des racines, des tubercules et autres légumineuses, dégage de bonnes disponibilités alimentaires, il reste que la production agricole demeure perturbée dans certaines localités des 3 régions septentrionales du Cameroun. La situation de la production agricole est relativement bonne, exception faite dans certains départements comme le Logone-Chari, le Mayo-Sava et le Mbéré, où les inondations et l'insécurité civile ont perturbé la campagne agro-pastorale. La pandémie du coronavirus a sérieusement impacté la production agricole au Cameroun. Mais pour le gouvernement, la situation n'est pas catastrophique. Les Camerounais ont encore de quoi se nourrir.
Dans tout le pays, exception faite des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les ménages disposent actuellement d'importants stocks qui pourront couvrir leurs besoins alimentaires jusqu'en mars 2021. Selon des statistiques, un ménage actif sur 10 au Cameroun est affecté par les effets négatifs du coronavirus. L'objectif pour le gouvernement, qui entend éliminer la faim au Cameroun d'ici 2025, est d'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux populations en insécurité alimentaire sévère, notamment dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est et de l'extrême nord. Alors que le gouvernement soutient que les Camerounais en majorité disposent d'assez de stocks de nourriture jusqu'en mars 2021, la réalité est tout autre. À l'approche des fêtes de fin d'année dans la ville de Douala, très peu de personnes disposent de revenus conséquents pour offrir à leurs familles des repas spéciaux pour le réveillon de Noël. Ils invoquent les conséquences du Covid-19. Certains ont perdu leur emploi du fait de la crise sanitaire. D'autres ont vu leurs revenus s'amenuiser au fil des mois et sont contraints de revoir les budgets prévus pour les fêtes de fin d'année. Ils s'expriment dans ce reportage signé François Dikoumet et Isabelle Carole-Zoupet. Les fêtes de Noël et de Nouvel An ne vont pas être célébrées de la même façon au sein des familles, contrairement aux années précédentes. Ça ne donne même pas. Les activités ne donnent pas. Tout est cher sur le marché. Non, l'année passée, c'était meilleur. Mon budget l'année passée, c'était même plus de 300 000. Normalement, cette année, c'est la magie. Chacun est allé dans la valise, choisit la vie de l'année passée. À y voir de près, la maladie à coronavirus serait l'une des principales causes de la crise financière qui secoue des familles. Corona a fait, on a même aussi supprimé ces fêtes-là. Puisque l'année passée, on n'a pas fini les études. Et pour inscrire les enfants cette année, on a obligé les gens de payer d'abord la pension de l'année passée avant d'inscrire les enfants. Les habits qui étaient dans la valise, que les enfants pouvaient fêter même 2 ans. Le temps que les enfants ont mis à la maison, ils ont gaspillé tous ces habits. Donc il n'y a plus rien. Donc, pour les amis, pour le moment, je regarde encore parce que le temps est tellement dit que Corona est venu gâter. Tout le monde arrive au marché pour que tu aies plus à vendre même. Il faut d'abord promouvoir la chose d'abord pour que tu redis la pension de les enfants avant tu dois chercher les enfants pour la deuxième tranche. Pour qu'on finisse la deuxième tranche, de voir si tu peux d'abord payer les habits des fêtes et après. L'année passée, à cette année, il y avait à faire tout. À cause de ces soucis, dans les espaces marchands, il y a plus d'admirateurs que d'acheteurs. Malgré la conjoncture économique qui persiste ajoutée à la pandémie, il y a qui sont d'ores et déjà prêts à accueillir l'enfant Jésus. Même si c'est demain là, ils seront déjà aussi à la une. Même si c'est demain, ils sont prêts sur tous les plans. Oui. Je n'attends pas les jours de fête pour acheter les habits ou acheter la nourriture aux enfants. Les fêtes de fin d'année frappent à nos portes. Les tout petits attendent de recevoir des cadeaux, mais la crise s'impose. Une affaire fait grand bruit à Banjoun, dans la région de l'Ouest. Un chef traditionnel mis aux arrêts pendant plusieurs jours, alors qu'il tentait de calmer les populations en furie, elles qui voulaient en découdre avec des présumés voleurs qui tentaient de s'échapper après avoir commis un forfait dans un site réservé à une entreprise de télécommunications. Les faits ont suscité la colère des populations qui ont manifesté durant plusieurs jours devant l'hôtel de police à Banjoun. Le récit des faits avec Leclerc Tsakem. Ces moments, assis à main le sol, ne sont pas dans une cour de deuil, mais plutôt à l'entrée du commissariat de sécurité de Banjoun. Parti de Yom 3 par Banjoun, ces hommes et femmes sont venus s'enquérir des nouvelles de leur chasse et 2 de ces notables incarcérés dans ce commissariat. Aux environs de 2 heures du matin, les bandits ont fait éruption au lycée bilingue de Yom où se situe l'antenne Orange. Ils ont enlevé les batteries et pendant qu'ils s'enfuyaient à quelques mètres du lycée, ils sont donc tombés en panne. Pendant qu'ils se battaient à dépanner le véhicule, la population a donc fait éruption et a intercepté ces bandits. On les a ramenés au niveau de l'antenne et on a interpellé le chef du quartier. Le chef est donc arrivé, il a également appelé ses notables. Pendant que la population se battait pour taper sur des bandits, le chef a récupéré les bandits et a interpellé la police qui, peu de temps, sont arrivés pour les ramener au commissariat. Quelques jours après, le chef a été interpellé
Et il a demandé à ces notables, j'ai été interpellé au commissariat, il faut donc que vous m'accompagniez. Ils sont donc arrivés ici mardi de la semaine passée. Grande a été leur surprise de se rendre compte qu'on les mette plutôt les menottes et qu'on les envoie en cellule. Ces populations ne comprennent pas la tournure des choses. Je ne comprends pas comment un véhicule qui a été utilisé pour voler doit être réparé. On a donc dit, on a compris. Et il nous fait comprendre qu'à son niveau, il ne peut rien et que l'affaire est déjà chez le procureur. Nous, on ressort donc, on se dirige vers le procureur. Je descends dans le bureau du procureur. Il me fait comprendre qu'il a réalisé qu'à Bandjoun, dès qu'on arrête un bandit, on le tue directement. Et qu'il est là pour montrer au propre Bandjoun que le bandit a des droits et qu'il faut le protéger. Le commissaire maintient sa position. Il parle de décision jusqu'à ce qu'ils ont déjà donné le montant de 6 millions de francs qu'il faut déjà payer pour la voiture. On ne sait pas si l'arme du crime on doit laisser. Et de surcroît, il y a 2 jours, le bandit s'est échappé au commissariat. Un bandit, même gens qui ont arrêté le bandit, ils sont encore sortis pour chasser le bandit. Pour la 2e fois, il a tapé. Il est en cellule. Depuis quelque temps, ces dernières ont perdu le sommeil à cause des malfrats. Elles croisent désormais les doigts pour que la justice triomphe dans cette affaire. C'est depuis un mois qu'on souffre de vol de porc, les poulets, les chèvres, l'insécurité totale dans beaucoup de maisons. Dans quel pays on se trouve? Le Cameroun est un pays de paix, le Cameroun est un pays de justice et nous croyons, nous sommes convaincus que la lumière sera faite sur cette affaire et peu importe ce qui doit se passer, la justice sera faite car nous croyons à la justice camerounaise. Le reporter d'Equinox rendu au commissariat de Bandjoun pour avoir la version des faits des maîtres des lieux. Ce dernier n'a pas voulu s'étendre sur l'affaire. Pour l'heure, le chef et ses notables restent pilaires de la liberté mais ne sont pas au bout de leur peine. Affaire à suivre. En Afrique centrale, l'outil d'alerte précoce des déséquilibres macroéconomiques n'a pas été mis en place cette année 2020. Les différents États de la CEMAC, frappés de plein fouet par la crise sanitaire, ont demandé le report de la mise en œuvre de cette réforme. Cependant, d'autres réformes structurelles censées être mises en place pour sortir d'une crise économique peinent à être implémentées. Quelques avancées ont été notées, c'est ce qui ressort de la session ordinaire de la cellule de suivi du programme des réformes économiques et financières de la sous-région Afrique centrale. D'autres précisions avec Eric Fopoussi. En cette fin d'année 2020, une évaluation de la mise en œuvre du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, bref CEMAC, s'impose. S'agissant du pilier 3 consacré aux réformes structurelles, l'on note un retard important et les efforts à fournir pour l'atteinte des cibles du programme à fin 2021 sont préoccupants. C'est que les actions résiduelles du pilier 3, qui devaient être mises en œuvre en 2020 et 2021, ont subi les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. La quasi-totalité des actions inscrites dans ce pilier, dans la matrice des actions du PREF, sont ainsi concernées. Le contexte de 2020, marqué par la pandémie, a ralenti l'exécution des actions restantes dans ce pilier. Toutefois, certains faits importants méritent d'être relevés. En effet, la 39e session du collège de surveillance multilatérale de la CEMAC, qui s'est tenue par visioconférence en octobre dernier, a permis premièrement de procéder à l'adoption du projet de règlement mettant en place l'outil d'alerte précoce des déséquilibres macroéconomiques en zone CEMAC. Toutefois, l'entrée en vigueur du dit dispositif a été reportée à l'exercice budgétaire 2022 en raison du Covid-19. Le collège a aussi examiné puis adopté le projet de dispositif de sanction pour les infractions aux règles de la surveillance multilatérale et enfin a discuté de l'opportunité de la mise en place du fonds multilatéral destiné à regorger l'épargne financière sur ressources. Alors qu'on arrive à la tenue des dernières réunions dans le cadre de la première phase du PREF CEMAC 2017-2020, une profonde réflexion a été engagée sur les orientations de la prochaine phase du PREF prévue en 2021-2025. Les dites orientations porteront sur l'accélération de l'industrialisation, l'octroi d'une place prépondérante au secteur privé,
dans les stratégies publiques de développement et la poursuite de la réalisation du programme économique régional. Il est envisagé d'engager la rédaction du cadre stratégique de ce nouveau programme dès janvier 2021 afin d'organiser sa validation par les autorités compétentes vers la fin du premier trimestre 2021. Le travail de conception et de rédaction sera effectué suivant le mode participatif qui a toujours caractérisé les processus de réforme de la sous-région. La 12e session de la cellule de suivi du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC-PREF-CEMAC se tient les 15 et 16 décembre 2020 à Brazzaville, au Congo. Et avant le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la sous-région Afrique centrale, comment peut-on évaluer ces 5 premières années de mise en œuvre de ces réformes économiques? Je vous invite à suivre le secrétaire permanent du PREF-CEMAC, le professeur Michel Cyr Djenawembu, qui évoque les points d'ombre et les avancées dans le cadre de la mise en œuvre des réformes indispensables pour sortir de la CEMAC de la zone rouge. L'interprétation que je fais de cette situation est que nos efforts sont payants. Notre franche collaboration qui est portée par la mise en commun de nos énergies et intelligences peut être une arme redoutable contre le sous-développement dont souffrent encore largement nos États. Pour moi, il est donc évident que lorsque les enfants de la CEMAC réfléchissent ensemble, travaillent ensemble, se concertent, se consultent mutuellement, se critiquent parfois convivialement, dépassent les aspects et les questions personnelles et surtout se soutiennent réciproquement, alors ils peuvent affronter tous les obstacles qui se présentent à eux. Je suis certain de n'avoir pas été le seul à faire ce constat. Alors je nous exhorte tous à poursuivre nos efforts de collaboration dans ce sens pour aller de l'avant. Mesdames et messieurs, la seconde activité qui a été menée concerne le chiffrage du plan de relance communautaire post-Covid-19 de l'économie de la CEMAC. Sommairement, ce plan chiffré à 7 045 milliards de francs CFA, pour lesquels 2 560 milliards, soit environ 36% du montant total, sont déjà mobilisés lors de la conférence de Paris. Cela montre qu'il nous reste à rechercher près de 4 485 milliards sur 5 ans. Donc, tous les documents du chiffrage qui a été fait avec les institutions techniques concernées seront présentés. Je voudrais enfin relever la tenue de diverses réunions par les institutions communautaires en vue de faire avancer l'agenda de la communauté. Il s'agit des réunions tenues par la commission de la CEMAC, par la BEAC, la BDAC, la COSUMAF, le GABAC, la COBAC, la BVMAC, dans le cadre de leurs mandats respectifs et de la mise en œuvre des décisions et recommandations de copie du PREF-CEMAC. Enfin, j'aimerais terminer mon propos en relevant qu'il reste beaucoup à faire pour assurer le développement économique de nos États au regard des actions restantes de la matrice du PREF-CEMAC. Dans l'escale internationale, les Nations Unies se disent préoccupées par la situation humanitaire au Tigré, en Éthiopie. Là-bas, l'organisation se plaint de ne pas avoir accès à la région pour apporter de l'aide humanitaire. Malgré les accords signés entre le gouvernement éthiopien et les organismes des Nations Unies, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a pris de nouvelles mesures à l'approche des fêtes de fin d'année afin d'éviter un impact social et économique de la deuxième vague d'épidémie liée au Covid-19. La mouture internationale est signée Nadine Yambou. Le Conseil de sécurité de l'ONU demeure divisé sur le dossier tigrin plus d'un mois et demi après le déclenchement du conflit. Les récentes négociations n'ont abouti à aucun consensus. D'un côté, des pays comme la Chine et les 3 États africains, membres du Conseil, s'opposent fermement à la publication d'un communiqué réclamé par l'Allemagne, l'Estonie, pour envoyer un signal fort au gouvernement éthiopien. De l'autre côté, certains membres affichent leur vive préoccupation face aux difficultés que rencontrent des milliers de réfugiés qui tentent de rejoindre le Soudan.
Concernant la situation humanitaire, l'organisation onusienne se dit choquée et frustrée de n'avoir toujours pas réussi à entrer au Tigré pour apporter de l'aide aux populations victimes. Malgré toutes les tentatives de médiation engagées, l'ONU peine à convaincre l'Éthiopie. Pourtant, 2 accords avaient été signés avec les dirigeants pour un accès humanitaire dans la région. Au Tigré, les conditions de vie des populations se dégradent de plus en plus et la communauté internationale craint que le conflit ne s'enlise et ne déstabilise toute la corne de l'Afrique. Au Ghana, le bras de fer entre l'opposition et le gouvernement se poursuit. Après avoir contesté la réélection du président Nana Akufo-Addo, le candidat malheureux à la présidentielle, John Mahama, a publié ses propres chiffres contraires à ceux communiqués par la commission électorale. Selon le Congrès national démocratique, le NDC, le chef d'État ghanéen est bel et bien arrivé en tête du premier tour, mais avec 49,62% et non 51,59% comme annoncé, ce qui implique, selon lui, la tenue d'un second tour entre les 2 rivaux. La contestation des urnes s'étend également au niveau des législatives. D'après les calculs effectués par le parti de John Mahama, le NDC remporte la majorité au Parlement avec 140 sièges. Si la commission électorale admet avoir fait des erreurs dans ses décomptes, rassure toutefois que ces manquements ne changent en rien les résultats rendus publics, encore moins la fiabilité du processus électoral au Ghana. L'Afrique du Sud passe à une vitesse supérieure face à la menace du coronavirus à l'approche des fêtes de fin d'année. Le pays est soumis à de nouvelles restrictions plus strictes à l'arrivée d'une seconde vague épidémique. Avec la période estivale qui pointe à l'horizon et son lot de célébrations et de réjouissances au bord des plages, il est de bon ton, estime le président Cyril Ramaphosa, de prendre des mesures pour éviter des morts et protéger l'économie déjà affaiblie. Ainsi, le couvre-feu débute à 23 h dans tout le pays. Les bars et restaurants devront fermer dès 22 h. Ces mesures s'imposent aussi pour les réveillons de Noël et du Nouvel An. Les rassemblements religieux sont limités à 100 personnes à l'intérieur et 250 à l'extérieur. Au 15 décembre 2020, près de 4000 nouvelles infections ont été enregistrées. Pays le plus touché sur le continent africain, l'Afrique du Sud recense près de 860 000 cas positifs au coronavirus avec 23 000 décès. Des publi-reportages dans ce journal, la promotion des nouvelles technologies de l'information, de la communication et la promotion des métiers du numérique sont des préoccupations majeures et des défis passionnants pour Orange Cameroun. L'entreprise de télécom leader dans la téléphonie mobile au Cameroun a signé un partenariat avec l'Institut africain d'informatique. Objectif, accompagner cette structure dans la valorisation des NTIC au Cameroun. Reportage. Engagé dans une vaste campagne d'attraction de talents sur le plan national et sur le continent, Orange Cameroun tend la main à l'IAI, l'Institut africain d'informatique. Cet accord est vraiment exceptionnel puisqu'on engage une des meilleures institutions académiques avec un leader du numérique, de la technologie. On construit ensemble un futur meilleur pour les entreprises. Chacun apporte ce qu'il a de mieux, fournit ce qu'il a de mieux en même temps. Et ensemble, on construit l'avenir, on construit des compétences pour demain. L'accord entre Orange Cameroun et IAI est signé à Yaoundé. Il traduit la volonté des 2 institutions à œuvrer pour l'éclosion du numérique au Cameroun et en Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce partenariat avec Orange Cameroun est une véritable aubaine pour notre communauté étudiantine, pour nos étudiants qui pourront effectuer leur stage académique à Orange Cameroun. Au niveau du campus de l'Institut, nous allons donner également la possibilité à Orange d'avoir une meilleure visibilité à travers nos programmes sociaux,
notamment MIGEF 2035, la formation d'1 million de jeunes d'enfants et de femmes à travers la République. Si pour Orange Cameroun, l'Institut africain d'informatique force l'admiration grâce à la qualité de la formation qu'il offre, pour l'IAI également, Orange Cameroun est l'unique entreprise de téléphonie au Cameroun dont les produits et les services sont satisfaisants. Orange. Vous l'avez peut-être observé, la nouvelle identité visuelle de la BICEC, la banque, un an après avoir été intégrée dans le groupe bancaire marocain BCP, elle vient de faire le point sur les réformes qui ont été engagées afin de viabiliser davantage la BICEC et rassurer sa clientèle. Reportage. L'association entre la BICEC et la BCP, la Banque Centrale Populaire, s'est faite il y a un an. Pour commémorer ce premier anniversaire, le top management de la banque était face aux hommes de médias et autres leaders d'opinion en vue de présenter de façon officielle la nouvelle identité visuelle de la BICEC. Pour le changement de l'identité visuelle, comme vous pouvez le voir, on a préservé la marque BICEC. Et ça, pour nous, c'est un message extrêmement important compte tenu de l'ADN et du poids de cette marque dans le marché camerounais, l'attachement des Camerounais à cette banque. Deuxième changement important, c'est l'évolution de l'identité visuelle à travers l'introduction du cheval, qui est l'emblème du groupe BCP, qui représente cette force, cette solidité et aussi surtout cette relation de partenariat dans la durée avec nos clients. Et on l'a situé dans un cercle orange qui montre tout l'univers digital dans lequel le groupe aujourd'hui, à travers lui la BICEC, s'est résolument engagé. Une nouvelle signature qui marque un tournant nouveau pour la BICEC, acteur de référence du paysage bancaire au Cameroun, mais qui surtout traduit le sens premier de l'association entre la BICEC et la BCP, c'est-à-dire grandir ensemble. Donc à travers ce changement, on souhaite marquer davantage notre volonté de financer d'une manière plus forte l'économie camerounaise, d'introduire des solutions innovantes, des solutions digitales et de repenser le parcours client et donc l'expérience client par rapport à nos différents points de distribution. Au-delà de la nouvelle identité visuelle de la banque, la commémoration de ce premier anniversaire s'est également illustrée par la présentation du bilan de la première année de la Banque internationale pour le Cameroun au sein de la BCP. Il y a aussi également le retour de la BICEC auprès de l'État parce que nous avons au cours de l'année 2020 souscrit à plus de 130 milliards de francs CFA en bons du Trésor. Donc d'abord financer le développement de la BICEC et sa capacité à donner davantage de crédit. Et ensuite, on avait effectivement dans le cadre de cette année de transition un certain nombre de provisions que nous avons dû constater et qu'on a couvert par l'augmentation du capital, un certain nombre de points liés à des opérations exceptionnelles comme des contrôles fiscaux. En somme, c'est une année de réalisation. Tout le long, la banque s'est appliquée à offrir à sa clientèle de nouveaux produits monétiques et digitaux innovants, doublés d'une qualité de service au meilleur standard. Une filiale commune de la BICEC et de la BCP a également été créée, Upline Securities Central Africa, laquelle ambitionne de se positionner sur le marché financier sous-régional comme acteur clé de l'intermédiation boursière, de l'ingénierie financière et de la conservation des titres. La BICEC, faut-il encore le rappeler, est un acteur de référence du paysage bancaire camerounais. Elle opère à travers un réseau bancaire de 37 agences reparties sur l'ensemble des régions du Cameroun, avec un peu plus de 380 000 clients et près de 800 collaborateurs. La BICEC occupe une position de premier plan sur l'ensemble des marchés particuliers, professionnels et corporate. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. En voulant éviter la justice populaire, du côté de Banjoun, un chef se retrouve dans une cellule d'un commissariat.
C'est une histoire rocambolesque à Banjul, dans la région de l'Ouest. Ces sujets, ces populations se sont mobilisées près du commissariat afin de comprendre les raisons de l'interpellation et la mise en garde à vue de ce chef traditionnel et certains de ses notables. Pourtant, ils n'étaient pas engagés dans l'opération de vindicte populaire menée par les populations. Elles souhaitaient en découdre avec les présumés voleurs ayant commis un forfait sur les installations d'un opérateur de télécommunications à Banjul. Et selon les témoignages, les autorités judiciaires ont fait savoir qu'il ne devrait pas y avoir de justice privée, mais personne ne comprend pourquoi le chef traditionnel a été arrêté pendant plusieurs jours avant d'être relaxé. Les autorités n'ont pas souhaité communiquer ou réagir durant les investigations menées par nos correspondants de ce côté-là. Voilà, c'est donc l'essentiel. L'Équinoxe deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant donc, madame, monsieur, la suite. Équinoxe. Retour sur le plateau, Équinoxe Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Hilaire Macaire, Zipan, du mouvement progressiste. À côté de lui, René Stéphane Ngoué de l'Union des populations du Cameroun et un journaliste d'investigation. J'espère qu'il va nous donner les raisons, il va nous aider à comprendre pourquoi on a arrêté le chef, le journaliste d'investigation. Je ne peux pas être ici et faire l'investigation. On vient de nous faire le reportage. Mais ça peut vous intéresser, non? Non, mais c'est intéressant parce que chaque fois qu'il y a un fait divers, il faut toujours chercher à comprendre. Vous savez, les faits divers, c'est le reflet de notre société. Aujourd'hui, les populations sont franchement exacerbées par les actes crapuleux. J'ai vu ce matin un reportage sur Equinoxe Télévision d'ailleurs, à Bamenda, où les populations sont tombées à bras raccourcis sur 3 braqueurs. Il y en a un qui a fui, les 2 autres ont été interpellés et carrément brûlés. Ils ont brûlé pendant des heures, les sapeurs-pompiers ont arrivé, c'était hallucinant. Mais c'est des choses qui arrivent tous les jours. Donc, du côté de Banjul, à en croire le clerc Sakem, 2 bandits ont été arrêtés par la population et la foule a voulu leur faire en sort. Or, le chef est arrivé, il s'est interposé. Bon, on peut se demander comment le chef lui-même a pu arriver et sortir ces gens des mains de la foule. Parce que moi, peut-être parce que c'est lui le chef. On l'écoute peut-être. Oui, mais moi j'ai souvent vu quand les foules sont déchaînées, quand ils mettent la main sur de présumés voleurs, vous n'avez même pas la possibilité de les extraire, de les sortir de là. Ils sont molestés, ils reçoivent des coups de poing, des coups de bâton, des coups de... Je vous dis même des coups de briques, de lattes. Avant même que vous puissiez faire quoi que ce soit, le type est déjà pratiquement hors d'état de nuire. Bon, on peut se demander comment le chef a réussi à les sortir de là et à les amener au commissariat. Mais selon le reporter, il y est arrivé. Bon, maintenant, comment les gars ont-ils fait pour s'échapper du commissariat et repartir? On ne sait pas trop bien. Mais toujours est-il que quand le chef est arrivé pour savoir, pour s'enquérir du sort de ces personnes qu'il a sauvées de la vindicte populaire, il se dit que il a été gardé à vue. Bon, a-t-il été gardé à vue pour être protégé? Parce qu'il faut aussi se dire que les policiers ont pu estimer que ce chef pouvait subir la colère de ces populations qui pouvaient lui en vouloir d'avoir sorti de leurs mains ces criminels. Toujours est-il que je pense que c'est un fait divers qui demande effectivement une investigation sur le terrain. Et moi, je suis ici sur le plateau d'Equinoxe. Ok, René Stéphane Ngoué, quelle lecture vous faites de ce fait divers qui nous vient quand même Mais comme l'a dit Camille Ndélé, aucune. Parce que pour pouvoir donner un point de vue, il faut avoir... Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui a sauvé, entre guillemets, des présumés voleurs soit gardé quelques jours après, lui aussi, par... Qu'est-ce que ça vous inspire? La garde à vue est encadrée. Oui. Et nous avons... Le chef, et c'est notable, pas tout seul, ça veut dire que ça a pris une autre proportion. Nul n'est au-dessus de la loi. Il y a une tendance aujourd'hui, et d'où l'objet du débat tout à l'heure. Oui, on va y revenir même. Voilà. Donc, nul n'est au-dessus de la loi.
Et la tendance actuelle est à défier l'autorité républicaine. N'étant pas sur place, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Est-ce que le chef, puisque j'entends dire qu'il n'y a pas 2 instances juridictionnelles, donc c'est-à-dire que les autorités compétentes voulaient peut-être être celles-là qui doivent trancher cette affaire, et peut-être ils se sont sentis frustrés parce que le chef a pris des décisions à un certain niveau. On n'en sait rien. Donc donner un point de vue tout à fait raisonnable aujourd'hui serait lire les lettres dans les enveloppes. Il est pas. Non, je pense que cela montre à suffisance la dégradation de l'autorité des institutions dans notre État. Dans un pays normal, lorsqu'il y a arrestation ou il y a sa privation de liberté, celui qui est habilité à s'exprimer, c'est le procureur. En principe, c'est le procureur qui aurait dû prendre la parole pour éclairer l'opinion de ce qui s'est passé. Je l'ai gardé en vue pour telle ou telle raison. Et comme disait Ngwe tout à l'heure, il va sans dire que personne n'étant au-dessus de la loi, le relais administratif qui est le chef aurait pu bien être encadré dans ce ordre. Et je fais le parallèle avec ce que disait le grand frère tout à l'heure. Par contre, dans le nord-ouest, il n'y a plus les relais, les chefs n'existent plus. C'est ça la dégradation de nos institutions. Non, le pays est en train de rentrer dans un cycle terrible. Et la tolérance administrative est venue tout compliquer. On vous laisse faire un certain nombre de choses sous le prisme de la tolérance administrative. Ce n'est pas la République. La République, elle est encadrée par des dispositions légales. Il faut les respecter. C'est la loi. Mais par conséquent, on laisse la loi, parfois elle-même d'options mauvaises. Sur le prisme de la tolérance administrative, on essaie de fonctionner tant bien que mal. Et là, cela permet de pouvoir ne pas avoir un pays en règle. Voilà, je reste avec vous, Hilaire Zipan. Il y a beaucoup d'élus qui ont également, on va dire comme ça, qui sont aujourd'hui conseillers régionaux. Oui, ça c'est évident. Je pense que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Non, ce qui n'est pas interdit n'est pas autorisé. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Oui. Non, il va sans dire que les formations politiques ont un cadre de gestion qui sont propres à elles-mêmes. Il y a des partis où les gens peuvent être candidats de ceci, candidats de cela, et puis choisis par la suite. Mais dans le cas d'espèce, pour ce qui est de la région, je pense que quand cette formation-là vont avoir certainement des élus qui vont être en double, certainement ils choisiront. Pour faire simple, Hilaire Zipan, est-ce qu'on peut être maire et conseiller régional? Si, la loi l'autorise. Par contre, être maire et être président du incompatible. Voilà. Non. Voilà. Donc, c'est ça un peu le problème. La différence, vous l'avez bien senti. Et je connais votre regard. Je connais votre regard. C'est pour rassurer les uns et les autres que nous sommes là-dedans. On regarde de très près. Mais à l'aube de la discipline à l'intérieur du parti à l'heure actuelle, il est bon que chacun respecte les dispositions légales. Voilà. Dites-moi, Camille Nélé, dans l'article 312 sur le code, dit exactement ceci: le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. À ce titre, premier tiret, il est l'interlocuteur du représentant de l'État. Président du conseil régional, le représentant de l'État. On se retrouve dans une Comment on va gérer ça? On se retrouve là dans une situation bien ambiguë. Oui, parce que ambiguë dans la mesure où lui, le président du conseil, est le représentant d'État, mais il y a un autre représentant d'État qui est dans la région, qui est le gouverneur. Quel va être le sort du gouverneur? Quelles seront les prérogatives du gouverneur? Parce que vous savez très bien que généralement dans les exécutifs communaux, le préfet est l'autorité. Bon, maintenant au niveau de la région, qu'en sera-t-il du gouverneur? Donc, entre l'autorité du gouverneur, représentant de l'État, et maintenant le président du conseil général, du conseil régional, représentant de l'État, moi je pense qu'il y a une ambiguïté là qu'il faudrait bien lever. Bon, Hilaire qui est beaucoup plus documenté que moi sur ce chapitre. On peut lever ça avant le 22? Je sais Est-ce qu'il peut être fait avant le 22? Non, impossible. Non. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans une phase d'expérimentation. Et moi, je pense que toutes les inexactitudes, toutes les maladresses
se corrigeront certainement peut-être d'elles-mêmes au fur et à mesure que les mois vont s'écouler, mais il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de correctifs à apporter justement dans cette décentralisation. Stéphane, oui. Oui. Le président du conseil régional, il y a le représentant de l'État. Comment ça va se passer? Mais c'est les imperfections de notre République. Le grand frère Nélema, j'étais une petite pique amicale tout à l'heure en disant on ne va pas passer le temps à regarder sur le rétroviseur. La politique, c'est une course de fond. Et si on prend les paradigmes de l'éducation, tant que vous n'avez pas fait des logarithmes, vous ne pouvez pas faire les mathématiques. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas le temps qui résout nos problèmes. Donc les mathématiques nous suivent toute notre existence? Non, c'est juste un langage emprunté dans le monde de la politique. Pour dire à mon cher grand frère Nélé que ce n'est pas le temps qui résout nos problèmes. Ce n'est pas parce qu'un problème a été posé en 1945 et qu'il existe que nous sommes en 2020 que ce problème disparaît de lui-même. Non. C'est notre volonté. C'est la somme de nos intelligences. C'est nos actions qui résolvent les problèmes. Ce n'est pas le temps. C'est pour cela que les imperfections que nous relevons, les gens l'ont dit. Regardez, nous sommes dans une république. Moi, je suis de la génération de la démocratie. Avec Zipan, on a vendu le carton rouge, on a fait nos villes mortes, on a fait ceci, cela. Vous avez vendu le carton rouge? Oui, nous sommes même les concepteurs du carton rouge. Nous l'assumons. Avant Bolazoc. Nous l'assumons. Vous avez vendu le carton rouge? Oui. Bon, donc moi, je vais vous dire quelque chose. Regardez notre génération. On a eu 2 grands rassemblements. Oui. Il y a eu la tripartite. Exact. Il y a eu le grand débat. Ouais. Avions-nous résolu le problème du Cameroun? Non. Parce que nous passons le temps à survoler la profondeur des problèmes, à faire du saupoudrage. Mais il y a beaucoup qui disent que le grand dialogue national, c'est parce qu'ils appellent à un dialogue, cette fois-ci, inclusif. Mais c'est la même chose à la tripartite. Hein? C'est ce qu'on nous disait avec la tripartite. Regardez les nations qui se veulent sérieuses. Quand les gens prennent le temps de se réunir, ils sortent soit une constitution, soit une résolution, et dure des centaines d'années. On n'a pas besoin de changer la constitution tous les 10 ans au Cameroun. On n'a pas besoin de se réunir chaque 20 ans pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais on a quand même eu 96. Qu'est-ce qu'on a eu en 96? Une constitution qu'on a pris 15 ans pour mettre en place. Et donc, au moment de la mise en place, on relève les imperfections que vous-même vous êtes en train d'interroger vos invités sur le plateau. Et lorsque quelqu'un de ma génération va s'élever dans 20 ans pour dire « Nous l'avions dit » à l'époque à la tripartite, on va lui dire que « Mais ne cessez de regarder sur le rétroviseur. » Cessez de nous faire le procès du rétroviseur. Nous posons des problèmes du Cameroun. Est-ce que ces problèmes sont résolus ou pas? C'est ça ce qui est fondamental. Donc, pour moi, président du conseil régional, représentant de l'État, c'est l'ensemble des imperfections de la République. Et nous continuons à dire aux Camerounais, asseyons-nous, pardonnons-nous, regardons-nous les droits dans les yeux et essayons de construire quelque chose de solide pour l'avenir de notre pays. Alors, nous espérons, nous, à l'UPC aujourd'hui, notre vision est laquelle? Le président de la République a donc convoqué toutes les différentes institutions électorales, des municipalités législatives, sénatoriales, avec tout ce que ça a comporté comme des ordres. Carton plein maintenant. Il a fait le carton plein. Maintenant, où en sommes-nous? Et nous constatons avec regret qu'on n'a pas bougé d'un pouce. Il faille donc revenir. Et c'est ce que nous lui avons proposé. Il faut aujourd'hui qu'il revienne à la case de départ, qu'il mette des institutions de transition. Parce que il y a qu'on le veuille ou pas, il y aura une transition générationnelle, une transition institutionnelle, une transition gouvernementale. Donc il faut aujourd'hui que les Camerounais commencent à réfléchir. Et c'est le même reproche qu'on fait à ceux qui se positionnent aujourd'hui comme les leaders de l'opposition, les inventeurs de la boussole en 2020. Il faut que nous nous regroupons sur le minimum d'une plateforme pour qu'on se dise 2025, comme l'a dit Zipan, c'est demain. En 2025, allons-nous partir aux élections avec la même constitution, avec le même code électoral, avec le même organe qui est partisan? C'est ça les questions fondamentales qu'on doit se poser aujourd'hui. Et quand elles seront encore reposées, dans 10 ans, on dira, vous regardez sur le rétroviseur. Comment faire donc pour changer ça? Vous voulez d'abord revenir sur le rapport entre le président du conseil et
Le représentant de l'État? Naturellement, je pense que j'étais au grand dialogue. Je pense que c'était un moment quand même pas complet. Il faut le dire, hein. C'était peut-être une bonne initiative, mais elle n'était pas complète compte tenu du temps, compte tenu des sujets qui étaient extrêmement sensibles, compte tenu des commissions qu'on avait mises en place, compte tenu des acteurs. Il faut dire que ce n'était pas incomplet. C'est vraiment incomplet. Il faut, maintenant, tout le monde s'en rend compte que c'est incomplet. Je prends les dispositions légales sur le Code général. D'abord, le représentant du chef de l'État dans la région est du pouvoir déconcentré. C'est le gouverneur. C'est pour ça qu'il commande la police et naturellement la gendarmerie, pour ne pas dire les militaires. Premier élément. Deuxième élément, l'interlocuteur de l'État, pas le représentant, l'interlocuteur de l'État dans la région, maintenant c'est le président de région. Bien, entre représentant de l'État, représentant du président de la République et l'interlocuteur de l'État, tout ça ramène à l'État. Je ne comprends pas trop bien qui fait quoi. Mieux, l'article 323, oui. Et là il nous intéresse, le président de la République nomme aux fonctions de secrétaire général de la région, sur proposition. Il y a encore un secrétaire général qui fait office à l'intérieur des régions, qui est nommé par le président de la République. Donc vous voyez que le président de région est encadré par le haut de sa tutelle, qui est le gouverneur, et surveillé par le bas, par un secrétaire général, qui est nommé par le président de la République. Donc là encore, il y a une autre concertation verticale du pouvoir. Et tout cela rend compliqué la chose, parce que aujourd'hui, les RDPC, malheureusement, ne sont pas sur le plateau. Ils ont le pouvoir vertical avec le président de la République. Ils ont le pouvoir horizontal, naturellement maintenant, avec les régions et toutes les assemblées, que ce soit le Sénat, que ce soit. Donc, la responsabilité de cette débat et de l'échec incombera à tout prix au RDPC. Il faut qu'on le sache très clairement. Et le seul élément qui peut faire respirer notre démocratie, c'était quelque peu les communes. Mais là aussi, on est complètement plombé par la manière où on devient complètement conseiller, où on devient maire. Mais tout cela ramène à autre chose, parce qu'il va y avoir un autre débat. Les conseils régionaux votent des délibérations. Et l'Assemblée, de l'autre côté, va voter quoi? La délibération? La loi? Il va y avoir énormément de problèmes qui vont se poser au lendemain de la mise en place de ces régions-là. Je pense que le fait qu'on a attendu pendant 15 ans n'a pas permis suffisamment de réfléchir à fond. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les politiques n'ont pas été mises à contribution pour ceux qui pratiquaient un peu au quotidien. Vous connaissez ma bagarre que j'ai eue au grand dialogue pour débarquer le poste de délégué du gouvernement pour un type nommé qui commandait les élus. Il y a encore même une autre bagarre que j'ouvre encore. C'est qu'on ne peut pas être conseiller municipal au même titre que tout le monde et avoir 2 salaires. Vous êtes conseiller, vous avez le même avantage. Vous êtes grand conseiller, vous avez encore un autre avantage. Pourtant, vous avez tous le même grade dans l'élection. Il y a encore de problèmes qui vont se poser. Dans le pays, on se pose les problèmes sur les problèmes. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Et que les gens comprennent qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on s'asseye. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Mais l'initiative doit venir de l'opposition. Mais à nous-mêmes, on est complètement éparpillés. Pour peu que quelqu'un dise quelque chose de nouveau, parce qu'il est nouveau à le dire, on suppose que c'est lui qui est le plus brillant. C'est ça la difficulté aussi qu'il y a en opposition. Donc il est temps qu'on se retrouve, qu'on pose les jalons, qu'on essaie d'aller petitement, parce que la bataille de 2025, je peux te dire, Serge Alain, le Cameroun va rentrer dans une grande crise. Compte tenu du fait maintenant que tout le monde se mêle, et les Occidentaux vont se mêler. On connaît les déclarations de certains journaux, de certaines puissances déjà complètement en première ligne. On voit l'initiative du président de la République qui vise à créer une société pour pouvoir mettre la main sur le minier, dans lequel on a notre façade maritime qui va être contrôlée par les Occidentaux. On a de l'autre côté les intérêts des emprunts qui sont... Donc le Cameroun va rentrer dans un imbroglio extrêmement complexe. Il est bon que ceux qui se donnent un peu de la peine pour penser à l'avenir de notre pays s'asseyent, nous les politiques, pour réfléchir et voir ce qu'on peut proposer pour sortir de cette situation-là. Voilà, Kabinele, l'opposition doit s'asseoir pour faire bouger les lignes. Le problème, d'abord le code électoral. Oui, mais le code électoral est perfectible, tout comme la Constitution est perfectible. Oui. Vous savez, même la Constitution des États-Unis... On en parle depuis, mais rien ne bouge, véritablement. Même la Constitution des États-Unis n'est pas un document figé. Vous savez très bien que jusqu'en 1970, un noir équivalait à c'est-à-dire qu'un blanc était un quart de blanc.
Mais aujourd'hui, un noir est devenu des gars du blanc. Vous savez très bien que même dans la société française, les femmes ne votent que depuis 1968. Bien Donc, il y a toujours une évolution, aussi bien dans la marge de la nation. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi désespérer. Il y a des choses à refaire. Il y a des choses à parfaire. Et ces choses-là, s'il y avait beaucoup de gens dans l'opposition, comme Hilaire Zipan, qui réfléchissent, et maintenant, dans le sens d'une action, oui. Mais vous savez, il y en a qui... Est-ce que la volonté seule de l'opposition suffit? Ben oui, mais si en face, on ne veut pas entendre parler de ça, qu'est-ce que l'opposition fait? Les membres de l'opposition sont des Camerounais. Oui. Et ils ont des aspirations légitimes. Ils ont même des ambitions légitimes. Ils ont même un amour légitime pour leur pays. Moi, je pense que l'essentiel, c'est que les gens puissent penser des choses importantes pour le Cameroun. Pas seulement penser à se retrouver à obtenir le pouvoir par la rue ou par des déclarations à brûle pour point. L'opposition, ce n'est pas seulement des débrayages, ce n'est pas seulement des imprécations. Mais l'opposition, c'est quelque chose qui résonne, qui pose un problème, qui regarde l'avenir et qui se demande comment on va pouvoir mettre ces choses-là. Dans un avenir, l'avenir plus ou moins proche ou lointain. Regardez, Hilaire Zipan est en train de penser à dans 5 ans. Mais dans les élections dans 5 ans, c'est aujourd'hui qu'on les prépare. C'est 2021 qu'on les prépare. Ce n'est pas en 2024. Non. Donc, or, s'il y a des gens de l'opposition qui peuvent avoir un regard, qui peuvent avoir une pensée dynamique dans le sens, effectivement, comment est-ce que vous appelez ça? De tout remettre en cause. Non seulement de remettre en cause, parce qu'ils ont un mot maintenant qu'ils utilisent, ils parlent comment on appelle, de transition. Je ne sais pas si on aura besoin d'une transition forcément. La transition, c'est quoi? La transition, ça veut dire qu'entre le président Paul Biya et son successeur, il va falloir mettre sur pied quoi? Une transition qui sera intermédiaire. Non, moi je pense que le Cameroun est dynamique. Et les Camerounais sont suffisamment intelligents. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent que notre pays va de l'avant. Et maintenant, s'ils réfléchissent pour trouver des solutions, pour apporter ce qu'il faut apporter, afin qu'on puisse construire un pays stable, il n'y a pas de raison qu'on parle d'opposition et de gouvernement. Non. Non, je voudrais dire peut-être à l'entame qu'il n'y a pas que de bonnes volontés à l'opposition. Hein. Même au RDPC, il y a des gens qui ont de bonnes volontés, avec qui on peut travailler. Moi, jusqu'au sommet de l'État. Je trouve souvent des gens qui prennent des initiatives au RDPC où j'apporte mon concours. Parce que je trouve que, ils sont dans une dynamique qui vise à faire évoluer les choses. Le problème, c'est que est-ce qu'on veut réformer ou on veut révolutionner? Là aussi, il y a un autre débat qu'il faut trancher. Est-ce que nous allons faire évoluer les choses par les réformes de ce qui existe en améliorant, comme vous disiez un peu tantôt, ou est-ce qu'on veut révolutionner en remettant tout à plat et en recommençant? Voilà, aussi peut être aussi notre débat. C'est pour ça qu'il faut lui préciser que la transition, ce n'est pas le changement d'homme. Voilà. La transition, c'est le changement des institutions et des modes de gouvernance. Dans la révolution. Oui. Appelez ça comme vous voulez. Non, c'est vous. Non, c'est vous qui nous voulons voter. Vous ne savez pas comment vous appelez ça. Mais monsieur Nélé, il faut que vous reteniez que la transition, ce n'est pas le changement d'un homme par un autre homme. Oui. La transition, c'est pour ça que dans des républiques sérieuses, on parle des républiques. Quand on change la constitution, on dit la République 1, République 2, République 3, parce qu'on change les modes de fonctionnement. Donc la transition que nous révoquons, ce n'est pas pour changer M. Biya, c'est pour changer notre façon de vivre, de fonctionner, de gouverner, de gérer. Oui, je voudrais... Nous a soulevé tout à l'heure un problème qui me semblait tout à fait important. C'est que l'importance de l'État et la responsabilité aujourd'hui de 3 500 000 en 1960, aujourd'hui à 25 millions, de à peu près 40 milliards à 4 500 milliards, suscite beaucoup d'appétit. Absolument. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, avec l'évolution du monde, le fait que nous avons la télévision, le fait que nous avons ce débat-là aujourd'hui, montre à ce que c'est un instrument qui participe à la pédagogie de la formation des Camerounais. Alors, quand on a des espaces de communication que nous offre aujourd'hui Equinox, c'est pour pouvoir permettre aux Camerounais de prendre leurs responsabilités, en disant que tel instrument permettra de déterminer si tel est habile à le faire ou tel instrument pas. On l'améliore. C'est pas que tant qu'on est contre quelqu'un. Si vous gérez bien Nélé, moi je trouve meilleur à dire là-dessus. Je trouverais que c'est bien fait. Tout à l'heure, j'ai parlé avec beaucoup d'aisance de telle ou telle personne. Mais il est difficile que je vienne faire la promotion de quelqu'un qui est médiocre. Vous et moi, vous savez bien que j'ai des ministres avec qui j'ai de grandes sympathies au gouvernement, que je trouve que l'action parfois est porteur. J'ai participé
la dernière fois à l'évolution d'élection d'Augustin Tamba pour pouvoir reprendre les CVUC, parce que je pense que les communes doivent être le socle. Et une fois qu'on a dérapé au niveau des communes, c'est perdu. Tout on ne va pas remettre en route. Vous voyez dans quel délabrement se trouve la ville de Douala. Le maire de la ville, super maire, essaie tant bien que mal, mais les difficultés. Il y a plus de désordre maintenant qu'avant. Je ne sais pas par où on a commencé. On a le CAN, on a la CAN qui commence dans quelques jours. Vous voyez dans quel état se trouvent nos routes. À qui la responsabilité? Et moi, ce qui me sidère, c'est que la CAN, c'est dans 2 semaines. Dans 4 semaines. Mais vous imaginez, les chantiers sont arrêtés. Alors que au mieux, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit des travaux qui tournent 24 heures sur 24. Alors, on trouve des... Est-ce qu'on devrait même normalement être encore en chantier? Voilà. On ne devrait pas. Mais disons qu'on devrait même accélérer quand même. Maintenant, on accélère. On travaille jour et nuit. Mais malheureusement, les travaux sont arrêtés. Mais à qui ça profite? C'est incompréhensible. Oui, et l'image du Cameroun doit être... préservé. Et je pense que la vente et l'image du Cameroun, c'est à travers des télévisions comme celle-ci. Vous n'associez pas les télévisions phares la mascotte de la télévision, les communicateurs de la télévision, les responsables de ce chantier-là, vous les mettez de côté et vous pensez que la CRTV seule est en capacité de le faire. Non, je vous en prie, ne ramenez pas ce débat. Nous sommes... C'est un mauvais débat. C'est un mauvais débat. Je vous en prie. Merci, Lerzipan. Stéphane Gouin, vous avez un dernier mot pour... Oui, mais... un dernier mot, je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui. Et occasion pour nous de toujours remercier chaque fois que l'occasion est donnée aux nationalistes de dire quelque chose aux citoyens. Je remercie le grand frère Camille Nullet pour ses analyses et surtout son introduction sur la situation en Centrafrique qui doit être un cas d'école pour les Camerounais. Un vieil ami, un combattant de lutte sur le terrain. Ouais. Et je lance un appel à tous pour que nous essayions, tant bien que mal, de taire nos querelles. La situation est tellement grave qu'il est nécessaire que chacun ait un sursaut d'orgueil pour ce pays pour lequel nos aînés se sont sacrifiés jusqu'à donner leur vie. Il faut qu'on arrête des vocables comme opposition. À partir du moment où je ne suis pas d'accord avec Zipan, on devient des ennemis, on ne peut plus manger, on ne peut plus marcher ensemble. C'est vraiment... Avec les réseaux sociaux, où il n'y a que les insultes, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, donc il faut absolument, et votre mission est faite pour ça, et je vous félicite. Vraiment, il faut absolument qu'on se regarde dans les yeux, qu'on discute, qu'on ait des débats courtois comme ça. Vous voyez, on est 3 entités ici, un homme de presse, dont on connaît l'indépendance d'esprit, Hilaire et moi, qui sommes pas dans une même organisation, mais nous sommes restés polis, cordiaux, et on a fait des suggestions. Et c'est à ça que l'ensemble de la classe politique aujourd'hui, y compris le RDPC, comme il a dit, doit revenir. Il faut qu'on se pose la question que quelqu'un a posé dans ce moment les plus... Quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Je voudrais... Moi, j'ai un dernier mot. Le dernier mot que j'ai pour Serge Léotou, qui est l'animateur de cette émission vedette de Equinox Télévision, je pense qu'il vient et je l'ai dit au début de cette émission, qu'il vient de bénéficier d'un avantage extraordinaire de se retrouver dans un pays en véritable crise. La République centrafricaine qui a crise depuis 10 ans, où les gens, là, sont vraiment en vraie crise alimentaire, où il y a de vraies bandes armées, où il y a surtout l'ONU qui est là avec des chars blancs, avec des milliers de militaires qui patrouillent partout, et maintenant où il y a des opérateurs économiques qui viennent exploiter et le diamant et tout, dans la plus grande opacité. Et pendant ce temps, les populations sont dans une insécurité totale. Et pendant ce temps, malgré cela, il y a eu des tenues de dialogue. Parce que, vous l'avez appris de la bouche du président Touadéra, il a rassemblé plusieurs fois ces groupes armés. 14 rencontres, 14 dialogues. 14 dialogues, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 14 groupes armés. Mais alors, c'est pour ça que quand moi j'entends certains
certains hommes politiques ici annonnés, oui, il faut un dialogue inclusif, il faut un dialogue. Il y en a eu 14 en Centrafrique. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ce n'est pas, non. Oui, il y a un dialogue qui se tient aujourd'hui. Le lendemain, un groupe avait dit que non, moi j'ai obtenu tel ministère. Demain, non, je ne veux plus ça. Je veux tel autre ministère. Et ça va prendre comme à l'an 40. Moi, je pense que ces gens-là autour, vous avez vécu ça. Vous avez été au quartier kilomètre 5, au kilomètre 14, au kilomètre 12. C'est des endroits que je connais. Là-bas, des chars de l'ONU sont stationnés là. Séléka tire sur une personne et là-bas, le militaire de l'ONU ne dégaine pas. Il dit que sa mission, ce n'est pas de régler le problème du Séléka, mais c'est d'assurer sa position d'interposition. Moi, je pense que ce que vous avez vu en Centrafrique vous aiderait certainement et vous éclairera beaucoup mieux dans cette émission vedette dans laquelle il y a souvent des gens qui viennent ici parler de la résolution de la crise du Nozo et qui nous font croire qu'il suffit que les gens s'essayent pour que ça se résolve. Et oui, non, d'abord, j'ai eu le message de Ndjebaï, grand frère. Mousseline Ndjebaï, qui devait être avec nous. Voilà, qui sort de DEA, il va envoyer dans le message là. Malheureusement, il est pris dans les embouteillages. C'est pas faute d'avoir fui l'émission, je connais. Non, il a eu une contrainte, ça c'était la première des choses. Il dit que tout le monde est avec le succès que l'UNDP peut obtenir. Le deuxième élément, vous annoncez que certainement le 21, il y a un messe écuménique qui va se tenir à Fumban. Et vous savez bien que le MOMP est l'allié de l'UDC, dont nous serons dans cette manifestation-là. Et nous serons donc à la section de plein droit du 22, parce qu'il faudra vivre cet événement-là pour voir comment les chefs vont s'associer avec ceux qui sont élus, parce que c'est un moment qui sera très fort dans notre pays. Et comme ça. Donc on verra donc comment ça va se passer. J'espère que vous allez couvrir ça à Douala, je couvrirai ça à Bafoussam, à côté de la présidente de l'UDC, l'honorable Thomas Hino, avec qui je donne un concours. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Le rendez-vous, il est pris pour demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Yaoundé.